Audio Jungle. Téléspectateurs et téléspectatrices de la RTI, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Ce jour qui commence à peine va vous apporter beaucoup de bonnes vibrations et d'informations utiles si bien sûr vous décidez de rester en notre compagnie. Je suis Nessie Ndri et Marcelin Goboy est juste là, à mes côtés. Oui, toujours. Comme tous les matins. Oui, tous les matins, oui, à vos côtés aussi, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce deuxième rendez-vous de la semaine. C'est un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour votre serviteur. On ne dira pas pourquoi. Nessie ne va pas le dire, c'est un secret. Voilà, merci à tous et à toutes. Non, mon anniversaire, c'est en avril. Hein, c'est notre... En tout cas, merci, c'est gentil de nous faire l'honneur donc de nous suivre pour les premières heures sur RTI1 en direct, en exclusivité, en inédit. Vous avez vu la jupe de la demoiselle à côté? Bah hein? oui, elle dit que sa jupe, c'est un modèle Ziglibiti. Oui, c'est un modèle Ziglibiti, modèle déposé s'il vous plaît. Fatim, bonjour. Bonjour Marco, bonjour Nessie. Vous êtes très endimanché pour un mardi. Merci. Très endimanché pour un mardi. Pour un mardi. Ça va bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui particulièrement, vous allez nous gratifier de quelque part de Ziglibiti. Vous êtes la digne représentante de Taïragüe. Voilà, de Taïragüe. Donc on aura du Ziglibiti. Le talent n'étant pas héréditaire, je vais éviter. Revue de presse, ce sera tout à l'heure, mais tout de suite la titologie. On ouvre Matin Bonheur. Bienvenue, installez-vous. Si vous êtes couché, redressez-vous un peu et regardez-nous. Merci d'être là. Bonjour à tous. L'information principale de ce mardi 30 janvier 2018, c'est incontestablement l'arrestation du député de Douékoué, sous-préfecture, Monsieur Ya Touré, qui est à la une de tous vos journaux, exception faite pour Fraternité Matin, qui s'intéresse au 30e sommet de l'Union africaine. Alassane Ouattara salue les acquis de la rencontre d'Addis Abeba. Au sujet de l'identification dans le cadre de la téléphonie mobile, eh bien, on apprend que seulement 40% des abonnés ont pu être identifiés. Le nouveau réveil titre, et vous allez le voir, ce dont je parlais à l'entame de cette titrologie, un député contre le sergent-chef de police, grave attentat judiciaire contre le PDCI RDA hier. Toujours sur le même sujet, l'Assemblée nationale s'insurge contre une tentative d'humiliation de la représentation nationale, nous dit la couverture. Et on retrouve la même information à la une de l'Intelligent d'Abidjan qui titre donc « L'Assemblée nationale et le PDCI disent non ». Le procureur suspend les poursuites, mais 3 points de suspension. Et le journal célèbre aussi aujourd'hui ses 15 ans, donc Happy Birthday à toute l'équipe d'Akili Alafé. Allez, l'expression maintenant, titre. Armée, vaste recrutement au sein des forces spéciales, les vraies raisons d'une opération, ce qui attend les candidats et les secrets pour réussir aux différents tests. En ce qui concerne les municipales et régionales, eh bien, Évariste Méambli s'exprime et donne les raisons de mon soutien, dit-il, à Saouignan et aux 90 autres candidats. L'éléphant déchaîné maintenant passe à un tout autre sujet et titre « Banque africaine de développement à Abidjan, atmosphère de guerre civile, inflation de licenciements et de démissions, cascade de procès perdus, pression morale sur les hauts cadres ». Et on apprend au sujet des élections municipales au plateau, eh bien, que Fabrice Saouignan et le directeur de cabinet de Benjo, eh bien, se retrouvent au tribunal. Et on va finir avec la une de Notre Voix, qui titre « 3e mandat présidentiel ». Ouattara divise le RHDP. On retrouve aussi les mots d'Agnès Monet, la secrétaire générale du FPI. « Notre pays offre un visage de désolation », affirme-t-elle. Là, on se retrouve pour une revue de presse très liée à l'arrestation et aux poursuites contre donc ce député. À tout à l'heure, 6h45. Tout à l'heure, Fatim, JJ, et nous on poursuit. La bonne humeur que vous nous connaissez sera bel et bien au rendez-vous. Même si dans la dernière partie de votre émission, on abordera un terme assez triste. On parlera de viol. Le viol qui malheureusement fait encore partie de notre quotidien avec notre consultant, maître Kiobien connaît. On parlera des recours à avoir en cas de viol, mais pour l'instant, c'est la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de sport.
Alors, aujourd'hui, je suis avec Flora et Junior. Moi, c'est Coach Kadi. Deuxième journée ensemble. On va continuer sur nos séquences d'exercices. Aujourd'hui, on va combiner les exercices pour les jambes avec une autre partie du corps. Donc, on aura plusieurs groupes musculaires qui vont travailler, ce qui va faire travailler votre cardio. Vous allez peut-être trouver ça un peu plus demandant qu'hier, mais je vous assure que vous aurez des résultats si vous réussissez à le faire le plus souvent possible. Alors, on va commencer par un petit échauffement. Vous allez me garder les jambes larges. On va descendre en squat. On va rester 3, 2, 1. On remonte. Encore une fois, on descend. 3, 2, 1. On revient. Une dernière, on descend. 3, 2, 1. Et on remonte. Excellent. On va relâcher nos jambes un tout petit peu. Et on va partir pour notre premier exercice. Alors, premier exercice, squat, épaules, on pousse. On va garder les jambes écartées un peu plus larges que la largeur des hanches, juste un tout petit peu. Les orteils vers l'extérieur. On descend, on emmène les poids en bas. On imagine qu'on a des poids dans nos mains. On monte épaules et on pousse au-dessus de la tête. Encore une fois, on descend. 1, 2, 3 et on repart. Pour vos squats, toujours vous assurer de garder le poids sur les talons. On refuse d'aller sur les orteils. Donc, on veut toujours garder le poids vers l'arrière, monte et on pousse. Encore, on en fait 4 autres. 1, 2, pousse, 3, 2, on expire en montant, on sort l'air. Une dernière. Excellent, parfait. Deuxième exercice, on va travailler l'arrière des jambes, le milieu du dos et encore une fois les abdos. On va garder les jambes écartées cette fois à la largeur des hanches. On va fléchir les genoux un tout petit peu. Ça va être comme un mouvement de marionnette. Donc vous allez imaginer que vous penchez vers l'avant en poussant le bassin vers l'arrière. On lève les bras, idéalement jusqu'à la hauteur des oreilles. On ramène et on remonte. On part. 1, vous devez sentir tirer tout l'arrière de la jambe. 2, on lève le milieu du dos, les épaules. On ramène et on revient. Encore. 3, lève, ramène et on revient. On y va pour 4. On lève, ramène. Super important de garder les genoux fléchis. Vous ne voulez pas garder les jambes droites. Si on garde les jambes droites, on risque de se faire mal. On garde genoux fléchis, on lève. Il nous en reste 2 autres. On inspire, on souffle, on inspire et on remonte. Une dernière. Inspire, on souffle et on revient. Excellent. Troisième et dernier exercice, avant-dernier exercice, pardon. Fente avant, rotation sur le côté. Donc encore une fois, on va travailler cuisses, arrière de jambes, fesses et les obliques. Donc on emmène une jambe en avant, le genou proche du sol. On fait une petite rotation sur le côté, on suit nos mains. On imagine qu'on a un ballon dans les mains. On revient dans le milieu et on remonte. Encore une fois. 1, tourne, revient, de profil. Toujours aller chercher un angle droit. On tourne, on revient. Ah, encore 3 autres. 1, tourne, revient. On garde toujours la même jambe. 1, tourne, on revient. Et une dernière. Fente, tourne, revient. Même chose de l'autre côté, c'est parti. On descend, tourne, revient. 1, 2. On souffle et on revient. On part pour 3. Souffle et on revient. On essaie de garder le dos le plus droit possible, n'est-ce pas, sans pencher vers l'avant. Il nous en reste 2. Vous êtes capables, c'est parti. Une petite dernière. Et on revient. Dernier exercice, burpees. C'est un exercice que tout le monde adore, je vous le promets. Alors, on commence les bras en haut. On descend, on emmène les mains au sol, comme pour faire un squat, sauf qu'on met les mains au sol. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, on ramène la gauche, on ramène la droite et on remonte. Encore, on y va. 1, allonge les jambes, on ramène les jambes
et on remonte. Ça, c'est la version facile. On allonge les jambes, on ramène les jambes et on remonte. Et pour les plus motivés, on descend, on saute vers l'arrière, on saute vers l'avant et on remonte. Une dernière. On descend, saute vers l'arrière, saute vers l'avant et on remonte. Excellemment. On marche et on respire. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Comme je vous le disais au début, essayez de refaire cet ensemble d'exercices au moins 2 fois et vous allez voir que tout va bien se passer. Ça va derrière? Oui? Excellent. Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Merci beaucoup, coach Kadi. Coach Kadi, bien sûr que vous allez le retrouver demain, toujours avec le même plaisir, le même entrain et puis surtout, l'objectif, tendre vers un corps un peu plus beau et surtout une santé parfaite. Mesdames et messieurs, comme vous. Je cherche comme une vous. forme de guitare. Guitare. Je pourrais y arriver maintenant. Une forme d'awali. Vous avez déjà une très très belle forme comme ça. Mais il faut que j'aplatisse un peu plus le ventre. Ah, d'accord. Oui. Vous voulez des tablettes? Vous voulez pas des rondelles de chocolat comme moi? Des tablettes de chocolat. Ah, okay. Nous avons des rondelles. Merci d'être à Matin Bonheur, le rendez-vous de la joie, du réveil et surtout de l'humour. Oui, l'humour. Christelle Akoussa a un petit biscuit pour vous. La preuve. Qui dormait? Bah oui. Bah oui. Celui qui dort, on dit c'est un dormeur. Celui qui dort. Celui qui dort, c'est un baoulé. Il est au sérieux. Bon, celui qui mange, faut dire c'est un mangeur. Celui qui mange, c'est un mangeur. Celui qui court, c'est un coureur. Celui qui boit, c'est un boiveur. Faut pas qui? Un malade. C'est pas possible. Oui. C'était pendant Bonjour 2018, ce week-end, le week-end passé, du côté de Dimbokro. Magnifique événement avec, bien sûr, l'adhésion de toute la population. On revient vraiment avec des éléments qu'on vous a rapportés, comme celui-là, Nessie. Vous vous rendez compte, c'est l'une des plus âgées de Côte d'Ivoire. Elle a 115 ans. On l'a eu hier. En exclusivité hier, on a voulu à tout prix passer les premières images parce que vraiment au niveau télé, le scoop c'est important et surtout que nous parlions du temps. Et elle a géré son temps. Elle a géré son temps jusqu'à arriver à 115 ans. Elle s'appelle Koné Tana, magnifique dame, magnifique jeune dame. Oui, elle a l'esprit vif. Elle est vraiment tout un symbole. Regardez. Dimbokro, quartier Sokoradjan. Ce dimanche matin, notre équipe rend visite à la famille Koné. Sur la terrasse de la maison, notre attention se porte sur cette femme âgée. Koné Téné, 115 ans. Je m'appelle Koné Téné. J'ai eu un enfant avec mon défunt époux et ce seul enfant qui est un garçon m'a donné près de 50 petits enfants. Pour mon âge, il n'y a pas de secret. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Ancienne paysanne et commerçante, la matriarche qui a connu le travail forcé et les 2 guerres mondiales, se souvient aussi des bons moments de la Côte d'Ivoire. 115 ans et toujours en pleine forme. Ces quelques pas de danse sont peut-être le témoignage que les jeunes générations ont encore de quoi s'inspirer, pour longtemps encore. Waouh, magnifique, quel magnifique. bonheur, quelle grâce. On vous souhaite d'avoir cette même grâce-là, de vivre encore longtemps et de garder auprès de vous ce que vous aimez, les personnes que vous affectionnez auprès de vous pendant longtemps et encore longtemps. Il y a ce réseau social-là, un seul enfant qui lui a donné 50 petits-enfants. 50 petits-enfants et ça, vous voyez comment vous à 115 ans ici? Je me vois ici, en train de regarder mes arrière-petits-enfants. Ici, dans le studio, ce studio-là? Oui, en train de les regarder faire Matin Bonheur. Vous pensez que ce studio-là va exister encore dans 115 ans? Ben, ça aurait certainement on va agrandir, ça va arriver peut-être vers la Cité des Arts. Certainement. Et on aura un complexe avec beaucoup au moins 50 studios. Mais ça sera un studio quand même. Oui, ce sera toujours un studio, j'imagine. Et je dirais à mes petits-enfants, vous voyez ce studio. Si on est là, dans 115 ans. Je serai là et vous serez avec moi. Amen, amen. En tout cas, gros bisous à Koné Tana, 115 ans. Et ça, c'est officiellement, hein, parce que si on veut bien chercher, si on veut bien fouiller,
Moi, je suis sûr que cette dame a plus de 115 ans et elle fait partie des doyennes de l'humanité. Je pense qu'elle doit être dans le top 5 même, dans le top 5, dans le top 6 des personnes les plus âgées du monde. Comme quoi, avoir une vie saine, une alimentation saine, ça sert. Un seul enfant. Et il est avec nous. Noël, Kofi, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook? Facebook pourra avoir plus de 115 ans, c'est sûr. Je pense avec tous les projets qu'ils ont. Les projets de Facebook, c'est sûr que du long terme, je pense qu'on va atteindre quand même les 115 ans. Super. Allez, c'est la rubrique techno qui démarre maintenant. Techniquement parlant, Noël Kofi est avec nous. La semaine passée, nous abordions donc un sujet très important, les projets faramineux de Facebook. Et nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette même veine. Alors, qu'est-ce qu'il a concocté pour nous, le Noël? Donc, les projets de Facebook, la suite, on a déjà commencé la semaine dernière. Acte 2, tout à fait. On a déjà commencé la semaine dernière avec le drone solaire Aquila. On a poursuivi par la suite avec les technologies d'intelligence artificielle qui ont été imprégnées, qui ont été donc impliquées, qui ont été intégrées dans Messenger Live avec Facebook. Et maintenant, on va passer aux autres projets, toujours aussi pharaoniques, toujours aussi exceptionnels et impressionnants de Facebook. Il y a notamment la communication par la pensée. Donc, Facebook pense, effectivement, ça a l'air très futuriste, ça a l'air carrément surréaliste, mais c'est peut-être pas si loin que ça. Donc, ils ont constitué une équipe de spécialistes, de techniciens bien professionnels, de purs physiciens, qui concoctent donc, qui travaillent sur un projet de communication par la pensée. Donc, il sera dans un avenir très proche et il se donne la limite de 2 ans, d'ici 2 ans, pouvoir concevoir un équipement qui va permettre de communiquer directement via son ordinateur ou son smartphone par la pensée, sans avoir besoin d'écrire, sans avoir besoin de saisir sur un clavier. Et ça sera dangereux pour les couples, hein? Déjà, quand on voit facilement des photos, des images, des vidéos, donc vous imaginez... Pourquoi voir forcément le danger? Il faut voir plutôt le rapprochement des couples. Le rapprochement des couples. Mais oui, pourquoi dangereux? Ce sera bien. C'est un bon moyen de se rapprocher. Ce ne sera pas dangereux. Ce ne sera pas dangereux. D'exprimer ses pensées, ses sentiments. Imaginez la Saint-Valentin avec ça, comme ça, c'est bien. Ça, c'est le bon point. Oui. Maintenant, si le monsieur veut tromper sa compagne... Pourquoi c'est ce côté-là seulement que vous voyez? Il ne va pas laisser de traces. Là, il pose directement, lui, et... Ah non, ça, c'est le mal. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est quand même le côté négatif. Mais il y a des aspects plutôt, positifs. Voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça va pour donner la possibilité aux utilisateurs de penser dans une langue et pour son interlocuteur de le comprendre dans une autre langue. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est carrément des adaptations, des applications à la limite de l'infini. Et donc, c'est des concepts sur lesquels travaille Facebook avec notamment son responsable. Elle s'appelle Regina Dungan et c'est une ancienne de la DARPA, une compagnie américaine spécialisée dans les recherches américaines, les recherches scientifiques américaines. Elle est donc à la tête d'un département spécial de Facebook qui s'appelle Building 8. Donc, c'est un département spécial très secret qui développe des technologies ultra futuristes. Donc, elle a présenté ce produit en avril 2017. Et a dit que d'ici 2 ans, il sera possible de communiquer à la vitesse de 100 mots par minute. Donc, c'est carrément 5 fois plus vite que l'utilisation qu'on fait en ce moment avec nos smartphones, quand on saisit directement avec les pouces, avec le clavier physique qu'on voit. Combien de mots? 100 mots par 100 minute. mots par minute. Oui, Wow. 100 mots par minute, directement par la pensée. Donc, elle estime que l'esprit humain est l'équivalent de 3 films en haute définition en termes de données, un esprit humain. Et on a uniquement la voix pour faire ressortir toutes ces pensées. Et c'est quand même limité comme moyen d'expression. Donc, elle développe donc des concepts qui permettent d'exprimer beaucoup plus en termes de données. Parce qu'elle estime que la voix uniquement, c'est comme un modem qui date des années 80. Donc, il est possible de développer des technologies beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus évoluées, qui vont permettre de traduire, d'exprimer beaucoup plus de pensées en termes de données. Donc, ça, c'est donc le premier concept. Elle a également un deuxième concept. Lequel? Qui consiste justement à communiquer par la peau. Donc là, c'est encore plus futuriste, mais c'est également très proche, selon ses dires en tout cas. Communiquer par la peau. Donc, non, carrément sans se toucher. Donc, il va s'agir d'un vêtement ou alors un support posé sur la peau de son interlocuteur qui va permettre, par la pensée, par les conversations de celui qui exprime l'idée, de faire ressentir son dialogue, son contenu à l'utilisateur, à celui qui est en face de son interlocuteur, par le toucher. Donc, ce ne sera plus uniquement l'oreille qui va permettre de recevoir le contenu, mais ce sera la pensée carrément. Donc, ce sera la peau qui va recevoir le contact. On pourra donc transcrire du contenu et ce sera reçu par la peau. Et ça, c'est prévu pour quelle année? Elle s'est donné toujours le deadline de 2 ans. Toujours sur 2 ans. Et donc, je pense que si elle se fixe un deadline de 2 ans, ça veut dire qu'il y a déjà... Il y a des tests qui ont été faits. Exactement. Et ça veut dire que ça va arriver chez nous en Afrique dans 15 ans.
Mais ça va vite. Peut-être un peu plus vite que ça. Parce que Facebook, quand même, lorsqu'ils développent une technologie, ils ont tendance à la répandre assez vite. Donc, je pense que s'ils font un produit grand public, ce sera commercialisé. Peut-être que les coûts seront encore un peu élevés, mais ce sera quand même, il y aura beaucoup de communication. Alors, c'est comment concrètement la tenue? Il y aura une tenue qu'on mettra, mettrait? Donc, le produit n'est pas encore dévoilé en tant que tel. Jusqu'à présent, c'est encore, bien sûr, c'est encore des images de synthèse, mais déjà, ils ont commencé à communiquer, à présenter le contenu. Et c'est comme un vêtement. On a l'illustration maintenant, on va voir. C'est plus simple comme ça avec. Donc, elle a communiqué par la pensée et par la peau. Et par la peau, tout à fait. Donc, Facebook a dévoilé le mercredi 19 avril 2017 son projet futuriste basé sur l'écriture intuitive de messages. Ce projet vise, via une prothèse neurologique ou un équipement adapté, à retranscrire le langage en message écrit directement à l'ordinateur sans utiliser un clavier. Il s'agit de lire les pensées directement dans la partie du cerveau qui héberge le contenu du langage et à les transformer en message écrit sans avoir à parler ou utiliser un clavier physique. Donc, le groupe Facebook a mis en place une équipe de 60 scientifiques et ingénieurs spécialisés dans les technologies d'intelligence artificielle pour comprendre le langage, les systèmes d'imagerie cérébrale et les prothèses neurologiques. Donc, un responsable du groupe, Regina Dungan, a déclaré lors de la conférence annuelle F8 « Et s'il était possible de communiquer directement depuis votre cerveau ?» Cela a l'air impossible, mais c'est plus proche que ce qu'on pense. Son équipe de scientifiques planche donc sur le sujet avec l'objectif d'arriver dans les 2 prochaines années à créer un système capable de décoder les mots qu'une personne veut prononcer et à les transcrire simultanément sur un ordinateur à la vitesse de 100 mots par minute. Elle a également présenté un autre projet qui permettrait d'entendre avec la peau. Tout comme l'oreille humaine transforme les mots et les sons en fréquences qui sont transmises directement au cerveau, l'idée serait de transmettre directement ces fréquences en les faisant ressentir à l'utilisateur sur sa peau. Donc, c'est vrai que ça a l'air très science-fiction, mais il faut dire que c'est quand même des projets qui s'inspirent un peu du braille, en fait. Et ça serait une très grande avancée technologique. Largement, surtout, tout à fait, pour les sourds, les malentendants, les malvoyants et tout. Donc, le directeur de Facebook, le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a donc exprimé qu'un jour, nous voulons pouvoir transformer une technologie portable, transformer ce produit en une technologie portable et en faire un produit commercialisé. Il y a la réalité virtuelle et la fameuse réalité augmentée. Tout à fait. Alors, Facebook a racheté la start-up Oculus, spécialisée dans la réalité virtuelle. Ils ont sorti depuis peu un casque de réalité virtuelle baptisé Oculus Rift. Il se compose donc du casque de réalité virtuelle et de manettes baptisées Touch. Donc, c'est un casque qui permet à l'utilisateur de voir tout le contenu en 3D et à 360 degrés. Il présente donc un premier produit qui s'appelle Dash. C'est une interface qui permet de piloter son ordinateur, qui permet de piloter tous ses logiciels, toutes ses applications en 3D. Donc, ça crée une interface, on peut manipuler facilement les fenêtres, on peut les déplacer. C'est vrai que ça fait très futuriste et ça fait un peu penser au film Minority Report avec Tom Cruise de Spielberg. Le deuxième produit, alors il est plus impressionnant, c'est carrément l'avenir de Facebook. Il s'appelle Facebook Spaces. Mark Zuckerberg l'a présenté également. C'est le réseau social en réalité virtuelle. Donc toujours avec le même casque de réalité virtuelle, Oculus Rift, il est aujourd'hui possible de rencontrer ses amis Facebook dans un univers virtuel. Donc vous pouvez ainsi changer d'univers très rapidement. Chacun d'entre eux est matérialisé par une boule. Et c'est cette boule que vous posez au centre de la table qui vous permet de vous télécharger dans un autre univers. Donc, physiquement, vous êtes chez vous à la maison, vous portez le casque et vous retrouvez vos amis qui ont le même équipement, qui ont également le casque. Et vous pouvez donc vous télécharger, vous retrouver entre amis, vous pouvez être en réalité à des milliers de kilomètres, 6 000, 3 000 kilomètres, mais grâce au casque et grâce à Facebook Spaces, vous vous retrouvez dans le même endroit. Vous pouvez donc partager du contenu, des images que vous pouvez accrocher dans votre... Ça, c'est fait pour Nessie, ça. Ouh là 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 là. Dans votre interface. Tout est fait, en fait, pour nous éloigner de notre quotidien. Parce que là, vous avez ça, vous n'êtes plus là. Vous êtes là sans être là. Si je mets Oculus là, je ne suis plus là. Bien sûr, vous n'êtes plus avec nous, mais vous retrouvez quand même des amis qui sont distants de vous. C'est un avantage aussi. C'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce qu'on voit des couples dans des restaurants, dans des restaurants vraiment de bonne qualité, avec de bons plats, mais qui sont dans des univers vraiment différents. Chacun sur son smartphone. Et en plus, avec ça, imaginez un peu le décor, quoi. Bien sûr. Effectivement, c'est vrai que le smartphone a quand même changé nos habitudes quotidiennes. On a tendance à s'isoler un peu, on a tendance à être dans un univers virtuel, pas très réaliste. Mais en même temps, je pense que ça a également ses avantages. Au fait, on a l'impression, je ne sais pas si Nessie est d'accord, que ça nous déshumanise. Bah, je suis très d'accord. Je préfère retrouver mes potes dans un pub que sur WhatsApp ou sur Instagram, franchement. J'aime le réel, quoi, le pragmatique. Bien sûr. Mais on n'a plus ça. On est toujours caché derrière son smartphone. Sur les likes. Avec les likes, avec bon, ça a du bon, mais bon, peut-être qu'on dira que je suis vieux jeu, mais ça déshumanise le monde. Non, Nessie?
Bah oui, comme il a dit, il y a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que pour quelqu'un qui a sa famille à l'étranger, il sera plus souvent en contact avec cette famille-là. Mais pour celui qui a sa famille là, mais qui entretient des relations à l'extérieur, il ne sera plus là. Effectivement, mais je pense qu'il appartient à chacun de faire la part des choses. Hein. Quand on est en communauté, il faut pouvoir partager, il faut pouvoir transmettre ses émotions. De prendre ce qu'il y a le plus bon possible dedans. Effectivement. C'est ça, finalement. D'accord. Ensuite, nous avons pour terminer... C'était les deux titres majeurs. Voilà, donc communiquer par la pensée et par la peau, et la réalité virtuelle avec Facebook Spaces, qui est carrément l'avenir de Facebook. La semaine dernière, on avait vu le drone solaire de Facebook baptisé Aquila, un drone qui permettait d'envoyer la connexion Internet dans des zones reculées. On a vu également tout ce qui est intelligence artificielle intégrée à Messenger Live pour pouvoir lutter contre les suicides notamment et tout. Et également la réalité virtuelle, la réalité augmentée, donc le casque avec Facebook Spaces et puis communiquer par la pensée et par la peau. C'est sûr que l'abus sera dangereux pour la santé. Il faudra penser à un remède pour pouvoir faire une cure. Parce que là, ça devient très, très compliqué. C'est vrai que c'est très intéressant, ça nous transporte. Mais... Surtout vous qui avez votre téléphone chaque 2 secondes. On va faire une journée. Et en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y aura un jour des centres, si ça n'existe pas déjà, des centres de désintoxication, entre guillemets, de tout ce qui est réseaux sociaux, quoi. Parce qu'à un moment... carrément une maladie. Oui, parce que le téléphone, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Hein. La plupart du temps. C'est plus simple de noter tout ce qu'on a comme pensées, idées. C'est tout cet ensemble-là qui rend dépendant, en fait. Je veux dire, il y a le bloc-notes aussi qui est là, qui nous permet de noter surtout quand on perd nos téléphones, quand on perd nos smartphones. Il faut vraiment être basé sur les fondamentaux, quoi. Je pense que ça, c'est très important aussi. Il faut la psychologie qui va avec. Tout à fait. Il faut toute une psychologie qui va avec. Tout à fait, sensibiliser. Tout ça. C'est vrai que c'est bien parfois pour la médecine, les opérations à distance, tout ça. La technologie nous aide, mais bon, là, c'est un thème philosophique. Il faut que nous ayons franchement les attitudes qui vont avec afin que ce ne soit pas, comme disait l'autre, ruine de l'âme. Alors, on va récapituler avec vous, Noël, avant que vous puissiez nous dire ce qu'on va voir la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, les projets titanesques de Facebook, avec déjà le drone solaire Aquila, donc un drone qui est censé apporter la connexion Internet dans les zones reculées, les zones qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'infrastructure Internet. Ça, c'est bon. Et donc là, voilà, l'Afrique est visée. Le cultivateur, par exemple, chez moi, à Tiémé-le-Cro, à Bongouanou, on peut avoir le prix des coûts, savoir un peu ce qui se passe dans sa culture, tout ça. Ce serait très intéressant. C'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme. Et l'Afrique est un vaste marché. Effectivement, il faut pouvoir produire pour exporter, toucher une clientèle beaucoup plus éloignée. Et donc ça, c'est quand même très important. Grâce à Internet, on pourra le faire assez facilement. Donc grâce au drone solaire de Facebook, on pourra faire ce genre d'application-là. Également, on a l'intelligence artificielle qui est introduite à Messenger, donc Messenger Live, qui va permettre de lutter contre le suicide, mais également de proposer aux utilisateurs des offres spéciales, des offres personnalisées. On va lutter concrètement contre le suicide, comment? On est passé un peu vite là-dessus. Concrètement, comment ça fait? Il y a des alertes que ça lance, tout ça? Donc, bien sûr, il y a des robots, donc ce sont des logiciels, des programmes qui vont analyser tout le contenu que l'utilisateur échange sur les réseaux sociaux. Tout le contenu, les messages, les vidéos qu'il poste, les vidéos live qu'il partage avec ses amis. Et à partir de là, ils vont chercher des éléments concrets, donc des éléments clés qui permettent de déceler, qui permettent d'analyser les propos de l'utilisateur et voir si c'est une personne en détresse, en fait. Et pouvoir signaler, donc ils vont transmettre ces informations-là à des structures spécialisées qui vont pouvoir venir en aide à ces personnes-là afin d'éviter qu'elles se fassent du mal. Donc, c'est des robots, ce sera fait de façon automatique, on analyse le contenu et automatiquement, on envoie des alertes, on envoie des notifications à des instituts spécialisés qui vont pouvoir venir en aide à cet utilisateur-là. Donc, parfois, on compte uniquement sur les amis parce qu'on a tendance à partager, la personne qui est en détresse a tendance à partager du contenu avec son ami pour lui dire qu'il ne se sent pas très bien et tout, mais ça peut passer inaperçu. Avec les robots automatiques, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir noter et cette notification va être envoyée directement. Donc, il n'y a aucun risque de faille, en fait. Et surtout qu'il y a eu beaucoup de suicides en direct sur Facebook. Effectivement, filmés en direct sur Facebook, tout à fait. Et donc, ce sont ces éléments-là que Facebook a récupérés pour pouvoir déceler d'éventuels suicides. Tout à fait. Et donc, introduire la technologie, introduire l'intelligence artificielle pour pallier ce manque. Parce que compter uniquement sur les amis, ce n'est pas évident. Ensuite, donc, après l'intelligence artificielle, on a vu donc communiquer par la pensée et par la peau. Donc ça, c'est des concepts très futuristes. Mais ça promet, hein? Ça promet, bien sûr, ça promet. Et je pense qu'il y a du tangible, il y a des éléments concrets. Et c'est pourquoi le délai est
très proche, très court, un maximum de 2 ans, on pourra avoir ces équipements et je pense que ça va changer 2 ans, complètement. c'est possible à tenir ça comme délai, 2 ans? Je m'appuie sur les propos de Regina Dungan, donc l'une des responsables de Facebook, qui a dévoilé, c'est donné un délai de 2 ans et je pense qu'elle s'appuie quand même sur des éléments concrets pour fixer cette date limite. Et au-delà de cela, donc, on a vu en dernier la réalité augmentée et la réalité virtuelle avec le casque de Facebook, le casque Oculus Rift, qui permet donc de créer l'avenir de Facebook, donc Facebook Spaces. Et c'est un produit qui est déjà commercialisé, il est disponible. Mais il faut que tous les utilisateurs aient le même équipement. Et en ce moment, ce n'est pas donné. Merci beaucoup, Noël Quadio. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau donc, de Matin Bonheur afin de nous parler de choses et d'autres, surtout dans le domaine de la technologie. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le thème, ce sera aussi futuriste parce que ce sera... Ce sera le Li-Fi. On est en train de penser, donc, le Wi-Fi, une technologie qui est en train d'être dépassée. Il est incollable. Il est incollable. Ouais. Ah non, il est incollable. Donc, on passe carrément au Li-Fi. En ce moment, la connexion Internet est transmise par un modem en Wi-Fi, donc dans l'espace par les ondes. Et la nouvelle technologie, c'est le Li-Fi, pour dire Light Fidelity. Donc, la connexion Internet est transmise par les lumières, par l'ampoule. Et donc, une fois qu'on est en dessous de la lumière, on capte la connexion et on se connecte directement depuis son téléphone ou son smartphone. Est-ce que vous dormez? Parce que vous êtes informé, vous êtes au courant de tout. Est-ce que ça vous arrive de dormir? Mais bien sûr. Vous vous reposez? Bien sûr. Vous dormez en Wi-Fi ou bien en Li-Fi? J'espère que vous viendrez nous parler des bébés. J'ai vu sur Internet des bébés robotisés. Ils ont l'air des bébés réels. Ils ont été conçus pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour leur donner l'illusion d'avoir des enfants. J'espère que vous viendrez nous en parler. Absolument. Après, je vais vous montrer la vidéo. Non, en fait, c'est pas modestie. Sinon, il le sait déjà. Je sais qu'il le sait déjà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité, ce sont plutôt les femmes, les poupées. Bien sûr, les poupées. On a fait un sujet sur les poupées. hommes. On a fait un sujet, pas forcément pour les hommes. Les femmes aussi peuvent faire ça. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui vraiment s'offre à vous sous plusieurs déclinaisons. Il y a la technologie, il y a la bonne humeur, tout ça. Et puis encore, il y a le journal, l'info, la pédagogie, la sensibilisation. N'oubliez pas, vers la fin de ce rendez-vous, on aura le grand plaisir d'être avec notre spécialiste. On va parler donc d'un cas, d'un problème de société, on va dire ça comme ça, le viol. On a beaucoup parlé de viol en 2017 et on en parle aussi en début 2017. Quel recours en cas de viol avec Maître Koné Kyobien? Ce sera dans quelques instants. Mais pour le moment, je vous laisse avec le maître de l'info sur Matin Bonheur, Hamza Diaby. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, après un début quelque peu brumeux sur le littoral et le sud forestier, également sur les régions de l'ouest, l'on verra s'installer quelques éclaircies. Le nord, quoique surplanté par quelques nuages, restera sur les vents secs. L'est et le centre seront sous un ciel généralement nuageux. Les variables à présent, on aura 26 degrés comme maximal à Abidjan, 25 degrés à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dambokro, 24 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 20 degrés de minimal à Mans, 24 degrés à Odiné, 26 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, globalement sur l'ensemble du pays, on aura un temps généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux dans le ciel. Sur le littoral et le sud forestier, la descente des vents secs dissipera les formations nuageuses denses. L'ouest du pays, par contre, pourrait connaître quelques rares nuages avec de faibles possibilités de pluie en fin d'après-midi ou en début de nuit. Les variables de l'après-midi à présent, on notera 32 degrés à Abidjan comme à Diaké, 35 degrés de maximal à Bondoukou et sur la ville de Boaké dans le Béké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dambokro, 34 degrés à Gagnoa comme à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 30 degrés à Sassandra comme à Tabou, il fera 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le 30e sommet de l'Union africaine a pris fin hier matin à Addis Abeba. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les questions liées à la corruption, la réalisation de la zone libre, de la zone du libre-échange, marché unique des transports aériens en Afrique et la réforme de l'Union africaine. Le reportage de Awa Touré dans nos prochains journaux. Ici en Côte d'Ivoire, arrêté dimanche soir puis déféré hier lundi au parquet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau pour violence sur un agent de police en fonction. La procédure de justice lancée contre le député Toureya, député de Diokwe sous-préfecture, a été suspendue à la demande du bureau de l'Assemblée nationale. Les détails sur les faits avec Gabriel Zani et Iriebi Olivier. L'affaire police nationale contre Toureya Bagoyo, débutée le dimanche 28 janvier, a connu son dénouement ce lundi en début d'après-midi. Mais une procédure judiciaire avait été engagée par le parquet pour entendre la victime et le mis en cause devant le tribunal. Le vendredi 26 janvier 2018, aux environs de 19 h, pendant qu'elle régulait la circulation à hauteur du collège André Malraux, à la Riviera, le sergent-chef de police, Kwame Ayakan, essuyait une puissante gifle administrée par le député de Diokwe sous-préfecture, l'honorable Toureya, après que ce dernier ait refusé de se soumettre à ses injonctions. La population qui avait suivi la scène s'est alors ruée sur le parlementaire et a manqué de le lyncher, n'eût été la prompte réaction des éléments du commissariat de police du 30e arrondissement. Une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour les faits de violence et voies de fait et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le bureau de l'Assemblée nationale a requis la suspension de la procédure engagée. Pour le procureur de la République, cette demande de suspension est recevable. Dimanche, je viens de recevoir il y a quelques instants la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui requiert la suspension des poursuites. Évidemment, nous sommes légalistes. Nous n'allons pas aller au-delà. Donc, nous allons être obligés de suspendre les poursuites à l'encontre de ces députés. Ça, c'est la loi qui le demande. Nous n'irons pas au-delà de la loi. C'est dans la mi-journée de ce lundi que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à l'effet d'examiner et de donner sa position sur cette affaire opposant Kwame Ayakan, la policière, au député Toureya. Pour les députés, le traitement infligé à l'un de leurs est incompréhensible. Les mesures ont été prises pour la relaxe de Toureya en vacances parlementaires depuis le 31 décembre 2017. Mais la procédure judiciaire engagée à son encontre n'est que suspendue, elle n'est pas annulée. Alors, que retenir de l'immunité parlementaire? Qu'est-ce que c'est exactement? Que dit la loi? Quelles sont les limites? Voyons là les explications de Gabriel Zani. On ne peut pas poursuivre un député pour une opinion émise au cours d'un vote ou à l'occasion de ses fonctions. Mais le député qui commet une infraction de droit commun en dehors de ses fonctions, il peut être arrêté. Une procédure judiciaire contre un député est possible. Le procureur de la République, Adou Richard, explique les cas dans lesquels l'immunité parlementaire, ce parapluie du député, ne le couvre plus. Et il y a lieu de préciser qu'au terme de l'article 92 de la Constitution, le député ne peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation du Parlement qu'en cas de flagrant délit. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'un cas de flagrant délit, dans la mesure où les faits qui ont été commis l'ont été devant tout le monde. Le mis en cause a été poursuivi par la clameur publique qui a manqué de le lyncher. Donc, il est clair qu'on se trouve dans un cas de flagrant délit. La seule hypothèse où le député peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation donc de ses pairs. En dépit des circonstances de levée d'immunité décrites dans la Constitution, les parlementaires considèrent le traitement d'un des leurs comme une violation de leurs droits.
4 mois après le lancement de la seconde phase d'identification des abonnés des services de TIC et des usagers, l'heure est au bilan à mi-parcours de l'opération. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a procédé hier lundi 29 janvier à la visite des points d'identification dans les agences des 3 opérateurs mobiles. Constat, le bilan à 2 mois de l'échéance est très faible selon Bruno Koné. Plus de détails dans ce reportage de Cheikh Koné. Muni de son passeport biométrique comme un client ordinaire, Bruno Koné se rend au plateau à l'agence principale de l'opérateur Move Côte d'Ivoire. En moins de 5 minutes, le ministre en charge de la communication, de l'économie numérique et de la Poste achève sa procédure de réidentification. Après le plateau, cap sur la commune de Makori, notre abonné du jour se fait réidentifier dans les agences MTN et Orange. Même process, même simplicité. Par ce geste, Bruno Koné a voulu ainsi donner un coup d'accélérateur à la seconde phase d'identification des abonnés mobiles qui connaît depuis son lancement un faible engouement. Concernant l'avancement du processus, il a été noté que le nombre d'abonnés identifiés conformément au décret du 22 mars 2017 représente, selon les opérateurs, entre 7% et 40%. 7% et 40%. Ce qui est, vous en convenez, très faible. Surtout que nous ne sommes plus qu'à 2 mois de la fin de cette opération. Et à ce jour, il n'y a aucune raison que ce délai-là soit prorogé. Alors, plus que 2 mois au retardataire pour se faire identifier, au risque de ne pouvoir plus émettre d'appel au lendemain de la date butoir de la campagne d'identification. Prévue pour durer 6 mois, cette nouvelle campagne expire le 31 mars 2018. Elle concerne tous les abonnés mobiles déjà identifiés en 2012 et tous les utilisateurs de cybercafé. La Côte d'Ivoire détient l'un des marchés de téléphonie les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un parc d'un peu plus de 30 millions d'abonnés mobiles, 17 millions d'abonnés Internet et 10 millions d'abonnés Mobile Money. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Liramata, a procédé hier lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au lancement de l'opération d'attribution d'un identifiant permanent et à la remise des cartes d'étudiants multiservices. Cette opération permettra le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant des universités et grandes écoles publiques et privées. L'identifiant permanent se matérialise par une carte d'étudiant multiservice. L'objectif recherché, c'est de favoriser l'amélioration du système de formation aux bénéfices étudiants. Reportage David Soyo, commentaire Serge Collier. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, amphithéâtre A. Les étudiants du public et du privé ont effectué nombreux déplacements. L'idée est de participer à l'opération de l'attribution de l'identifiant permanent et la remise de cartes d'étudiants multiservices. Une opération pour connaître le nombre exact des étudiants en temps réel dans chaque université publique et privée. Pour la ministre Ramatali Bakayoko, cette nouvelle réforme inaugure l'ère de la modernisation et favorisera l'amélioration du système de formation au bénéfice des étudiants. L'identifiant et la carte multiservice permettront aux établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire de respirer désormais l'ère de notre temps, le temps du numérique, le temps de la mobilité, qui est une possibilité offerte par la réforme licence master doctorat. Ils permettront également le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant. Cette carte, qui est la même au niveau national, est une carte visa internationale qui développera pour les étudiants un ensemble de services. La nouvelle carte estudiantine possède des caractéristiques particulières. Nous avons développé un ensemble de services autour de cette carte, donc qui permettra par exemple à l'étudiant de recevoir du soutien familial sur ces cartes, d'utiliser la carte pour faire des achats, par exemple de cours en ligne, d'utiliser cette carte comme une carte de transport, pour le transport en commun, d'utiliser cette carte pour avoir accès, n'est-ce pas, à la bibliothèque numérique, aux ressources numériques qui vont être mises à disposition de l'ensemble des étudiants. C'est par des chants que les étudiants ont salué cette idée. Cette carte va nous permettre d'avoir de nombreux avantages. Elle va nous faciliter l'accès au campus et à bien d'autres choses qui vont nous servir durant notre année universitaire. L'opération de l'identifiant permanent et la carte d'étudiants multiservices vise à permettre aux différentes universités de mieux évaluer l'efficacité du système éducatif.
Vous en êtes rendu compte, le reportage de Davis Yo a plutôt été dit pour vous par Patricia Oumou-Etia. Direction d'Aoukro, précisément au groupe scolaire Gagou. Dans cet établissement, il existe une cantine qui n'en est vraiment plus une. Et pour cause, elle est dépourvue de table à manger, de chaises et même d'ustensiles de cuisine, avec en prime le bâtiment qui est en état de dégradation déconcertant. L'insuffisance de la dotation en vivres vient s'ajouter au chapelet déjà important de difficultés que rencontre cette cantine. Le constat de notre reporter Walter Amadou Ouattara. Groupe scolaire Gagou, quartier de la commune de Daoukro. Ici, le corps enseignant est unanime sur l'impact positif d'une cantine scolaire sur les résultats des écoliers. Au regard de l'expérience heureuse dont se félicitent encore les enseignants de l'EPP Gagou 2, établissement issu du groupe scolaire du même nom, la classe de CM2 a enregistré au CPE 93% d'admis en 2015 et 90% de réussite en 2016. Chaque année que Dieu fait, nous avons de très bons résultats. Nous avons été à plusieurs reprises premiers ici au sein de l'inspection de Daoukro. Avec la cantine, ça leur permet de rester, surtout quand on reprend les cours à 14h. Quand ils sentent qu'il y a la cantine, en tout cas ils sont motivés. Et en tout cas, l'assiduité, la régularité, vraiment, elle est parfaite. Mais derrière ces bons résultats, plusieurs difficultés plombent l'épanouissement scolaire des écoliers. Nous avons une seule salle pour les 3 sections. Donc présentement, nous sommes obligés d'aller voir l'IEP passer partout pour qu'on nous donne 2 salles. Nous avons 6 latrines, dont 2 fonctionnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite, il y a le problème d'eau dans notre école. Si l'existence de la cantine est perçue comme un atout, la réalité aujourd'hui a trahi les attentes. La cantine de cette école connaît des difficultés, notamment le réfectoire dégradé, l'insuffisance de places assises, autant que la dotation alimentaire qui contrarie le bon fonctionnement de cette cantine. Au niveau de la cantine, nous avons beaucoup de difficultés. Non seulement la cantine ne fonctionne pas normalement comme il se doit. Depuis 3 ans, on reçoit des vivres de 18 jours dans l'année. Et vous voyez, notre réfectoire, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Nous avons une cantine qui prend pratiquement 600 enfants par jour. En guise de contribution pour aider les écoliers du groupe scolaire de Gagou, à travers un meilleur fonctionnement de leur cantine, la fédération SAF, un regroupement de 3 structures, Sievet, Akong, Fenavi Pelsi, a fait un don composé de vivres et de non-vivres. 5 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce don. Marraine de cette remise, Sa Majesté Kouman Tamia, reine du Zanzan, a invité d'autres bonnes volontés à en faire autant. Nous allons solliciter aussi d'autres partenaires pour leur permettre de comprendre les besoins, leur témoigner l'engagement des autorités locales qui sont au niveau de Rufou, qui veulent bien que nous aussi nous venons partager notre joie avec ces élèves. Les enfants avaient vraiment besoin, parce que sur 9 mois, ils n'ont que 18 jours pour manger. Mais si maman vient compléter au moins quelques jours, ça ne fait que plaisir. Le groupe scolaire Gagou de Daoukro regroupe 5 établissements, dont une école maternelle, avec un effectif d'environ 1200 écoliers. Des écoliers pour qui les problèmes que la cantine connaît restent préjudiciables. Depuis un certain temps, les populations de Daloa subissent les actions des bandits de grand chemin. Les éléments de la police du 1er arrondissement de la ville ont mis fin à la cavale de 3 présumés braqueurs qui auraient longtemps semé le trouble dans la région du Haut-Sassandra. Leur spécialité, braquer les opérateurs économiques à la sortie des banques. La correspondance de Ngana Konaté. Dans le mois de décembre dernier, ces individus ont mené 2 attaques et ont emporté la somme de 17 500 000 francs CFA. Une enquête minutieuse de la police du 1er arrondissement de Daloa a permis de les interpeller. Les suspects ont avoué leur forfait. Ils ont fait braquage. Je suis arrivé ici. C'est que je travaille qui est là. Voilà. Donc moi, j'ai acheté leur nom. Ils sont 2. C'est eux-mêmes qui cherchent le travail pour nous donner. On peut faire appel pour dire ouais, telle personne va venir prendre l'argent demain. Donc, bon, on n'a qu'à venir, on va faire tant. Cette année-là, c'est 2 fois seulement. Premier, c'était 12 millions. Deuxième, ça, c'est 7 500 000. Ceux-là, ils opèrent sur les pistes non bitumées. Et nous avons interpellé 3. 2 autres sont en fuite. Et ces opérations vont se démultiplier
avec le concours de la police urbaine et de la brigade anticriminalité. Les 3 braqueurs ont été déférés devant le tribunal de Daloa pour répondre de leurs actes. Dimanche, à la Bourse du Travail, les responsables du club jaune et noir ont profité de la trêve du championnat de Ligue 1 pour échanger avec leurs supporters. Au cours de cette assemblée générale, d'importantes décisions ont été prises. Présents à cette assemblée générale, Jean-Sylvain Esso et Bédi Bonfils nous font le point. Cinq points d'échange étaient à l'ordre du jour. La modification des statuts du club, la présentation du nouveau conseil d'administration, la révision du cadre juridique du Comité national d'action et de coordination Sénaco, la présentation de la nouvelle charte du Sénaco et la validation du règlement intérieur de l'amicale des anciens footballeurs et autres athlètes de l'ASEC Mimosa. Concernant la modification des statuts, l'article 7 a été touché. À partir de la date du 28 janvier 2018, le collectif des membres actifs doit être composé de 2 personnes minimum et de 50 au maximum. S'agissant du nouveau conseil d'administration, Maître Roger Wogné, le président du conseil d'administration du club, a annoncé les départs volontaires de messieurs Léonce Yassé et Sanogo Chérif. Seul Yaobla a fait sa rentrée. Au total, 18 membres figurent dans le conseil d'administration. Au titre de la révision du cadre juridique du Sénaco, 5 actionnaires ayant participé au comité de la rélecture du cadre juridique ont été décorés par le PCA à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa. Abordant la présentation de la charte éthique du Sénaco, Romain Yao, l'investigateur de cette charte, a fortement été salué par le patron de Solbeni. Il n'a pas hésité à le nommer membre d'honneur. Enfin, le PCA a demandé aux athlètes du club, jeunes et anciens, à rejoindre l'AAFAM tout en leur observant le respect du règlement intérieur. Reportage signé de nos confrères de RTI Sport. L'actualité internationale en bref pour terminer. L'opposition kenyane a décidé de maintenir coûte que coûte la prestation de serment de son leader Raila Odinga ce mardi 30 janvier. Ne reconnaissant pas la réélection d'Ouro Kenyatta, la NASA a décidé de proclamer son chef président et a appelé ses partisans à converger ce mardi vers Uhuru Park, le parc emblématique du centre de Nairobi. Le numéro 2 du FBI, Andrew McCabe, a présenté sa démission hier lundi. Donald Trump lui reprochait d'être trop proche des démocrates, mais aussi de James Comey, ancien directeur du FBI, lui-même limogé par le président américain en mai dernier en raison de l'enquête russe. Officiellement, la Maison-Blanche n'a rien à voir avec le départ du numéro 2 du FBI, mais à au moins 5 reprises depuis juillet, Andrew McCabe a été la cible de tweets présidentiels. À 49 ans, il quitte donc son poste avec effet immédiat. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Hamza Diaby qu'on retrouvera à 13h. À 13h. Toute cette semaine. Toute cette semaine. Vous connaissez par cœur maintenant le programme. Ah ouais, vous connaissez par cœur le programme. Le maître de l'information sur Matin Bonheur part pour laisser la place à la maîtresse de la revue de presse. La meuf de Taïragoué est en place. Avec une tenue. Oui, et on va ouvrir donc cette revue de presse avec ce immanquable. Ce matin, la presse revient en général sur l'altercation entre un député et une policière. Selon Notre Voix, le député de Douékoué, sous-préfecture Yatouré, a eu une altercation le vendredi 26 janvier dernier avec une policière commise à la régularisation de la circulation à Abidjan. Et selon des sources concordantes, il avait été retenu à la préfecture de police où il s'était rendu dans la soirée du dimanche pour répondre à une convocation. Le lendemain, lundi, donc, le parlementaire a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, qui le poursuit donc pour outrage et violence sur agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Le député issu du PDCI RDA et élu sous la bannière du RHDP sera ensuite mis sous mandat de dépôt et transféré à la MACA. Dans une déclaration rendue publique hier, le procureur de la République a annoncé la suspension de la procédure judiciaire engagée par ses services à l'encontre du député Yatouré. Cette suspension fait suite à une décision prise dans ce sens par le bureau de l'Assemblée nationale
comme le stipule l'article 92 de la Constitution qui finalement empêche l'arrestation et l'incarcération d'un des députés sans leur accord, sauf en cas de flagrant délit. Et selon l'Inter, le PDCI RDA aussi a réclamé la libération immédiate du député Yaya Touré, ainsi que celle des 2 présidents et des membres des bureaux de la jeunesse du PDCI RDA, c'est-à-dire la JPDCI rurale et la JPDCI urbaine, et celle aussi du photographe du journal Le Nouveau Réveil. Le PDCI RDA appelle les militantes et les militants au calme et à la sérénité et leur demande de demeurer mobilisés, vigilants et à l'écoute des consignes du parti. Alors cet appel au calme n'est pas fortuit car selon l'intelligence d'Abidjan, hier des députés auraient fait irruption au palais de justice d'Abidjan Plateau pour tenter de libérer leur collègue Yaya Touré. Alors je cite le procureur. Un drame a été évité ce matin grâce au sang-froid des policiers. Certains députés aidés de certaines personnes ont tenté d'extraire le parlementaire du violon du tribunal où il avait été introduit. Face au refus des policiers qui ont la charge de la sécurité du violon, ces policiers ont été rudoyés de coups. Des coups donc pleuvaient de toutes parts. 4 personnes ont été interpellées, nous dit donc le procureur de la République, Adou Richard Christophe, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue hier. Dis donc, ça promet. Hein. Allo Police relate un drame incompréhensible. À 44 km d'Abidjan, dans une bourgade appelée Village Ébrié, vivent depuis 3 ans une femme et sa fille âgée de 12 ans que l'on nommera Aya. Depuis un certain temps, la mère de l'enfant a décidé de l'éduquer avec la chicotte, une bien curieuse option qui n'est pas forcément bien vue du voisinage. Ces derniers sont intervenus à plusieurs reprises et même ce fatidique 25 janvier. La petite Aya tarde à rentrer à la maison après l'école. Cela suffit pour qu'elle subisse une fois de plus la violence de sa mère. Aya aura le bras fracturé, mais comme si ça ne suffisait pas, en pleine nuit, les voisins entendent les pleurs de l'enfant, qui a été donc accusée par sa mère d'avoir volé un morceau de viande dans la sauce. Elle sera battue plus que d'habitude pendant près de 2 heures. Cette femme ne va pas arrêter de battre la petite Aya qui va succomber à ses coups. Et puis, elle va l'abandonner dans la chambre dans une mare de sang et refaire son ménage. Ça laisse sans voix. Et on finit avec une conversation insolite. Emmanuel Macron est, semble-t-il, proche de son équipe de sécurité, comme nous l'a dévoilé l'émission Le Quotidien. Pour sa séance d'autographe, le président a demandé à sa garde personnelle un truc pour signer dessus, dit-il. Un garde du corps lui donne alors sa sacoche en cuir, mais celle-ci s'avère trop souple pour l'exercice. Alors là, le garde lui dit, c'est pas un truc blindé, en fait, c'est de la daube, ce que je vous donne. Taquin, Emmanuel Macron répond que si les gardes du corps ne disposent pas de support suffisamment rigide, c'est parce que aucun d'entre eux jusqu'à présent ne savait lire. Une vanne qui a fait réagir immédiatement l'agent de sécurité et ce dernier s'est permis de lancer le mot enfoiré au président avant de rajouter « Oh le salaud !» Vous allez voir l'image apparaître peut-être de ce moment surprenant. Je pense que personne n'oserait, sous nos tropiques, avoir le même... Je ne vous le fais pas dire. La même réflexion. Franchement, je ne vous le fais pas dire. Parce que c'est tout un village, toute une commune, toute une famille qui serait menacée automatiquement. Voilà, donc exemple à ne pas suivre, s'il vous plaît. Absolument. Il faut toujours respecter les autorités. Tout à fait. À demain, s'il vous plaît. Fatim Djedje, qu'on a reçu à l'instant pour la titrologie. Non, la revue de presse. On la retrouvera demain pour la titrologie et la revue de presse. Merci beaucoup. On continue. Vous faites bien de suivre Matin Bonheur. Tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Dans la dernière partie, on parlera de quel recours en cas de viol avec notre avocat, Maître Kio Bienconné. Pour l'heure, on parlera de gestion financière. C'est bien quand nous avons les finances, quand nous avons une entreprise, quand on gère les finances. Mais il y a un pan assez particulier que notre consultant du jour, Jean-Baptiste Quadio, souhaiterait aborder. Il s'agit de l'emprunt. C'est entreprendre. Jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Alors, monsieur Quadio, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, l'emprunt, c'est très important pour l'entreprise. L'emprunt, comment emprunter, quand emprunter, dans quelles conditions, quel montant c'est très très important. C'est extrêmement important. Oui, on a commencé la dernière fois, on a parlé du financement de l'entreprise par l'épargne. Et lorsque l'épargne ne suffit pas,
il faut emprunter. Emprunter. Mais nous sommes tous d'accord que l'emprunt peut aider, mais l'emprunt peut vous précipiter dans des problèmes. Donc il y a les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients. Et vous nous parlez des 4 B. La règle des 4 B. La règle des 4 B. Et le premier B? Oui, le premier B. La bonne raison. La bonne raison d'emprunter. La bonne raison d'emprunter, je n'emprunte que si je vais financer, l'emprunt me sert à financer quelque chose qui va me rapporter beaucoup plus d'argent que maintenant. Quand on flaire, par exemple, que là, il y a une bonne affaire, là, on peut emprunter. On peut emprunter. Ça, c'est la bonne raison. Vous voyez que parfois, et la dernière fois, vous avez évoqué le problème. Les gens qui ont beaucoup d'argent, parfois qui empruntent et qui, tout d'un coup, voient leur entreprise péricliter. Est-ce qu'ils ont emprunté pour financer des biens productifs? Parce que quand on commence à avoir de l'argent, quand on emprunte pour acheter une deuxième voiture, une troisième voiture, une maison de luxe, ben, il faut entretenir ces luxes. Donc l'emprunt va vous servir à acheter des biens qui vont vous occasionner des dépenses supplémentaires. Ça, c'est pas bien. Et on pourra emprunter pour payer des salaires, par exemple? Ça, emprunter pour payer les salaires, c'est encore plus difficile. Parce qu'il faut rembourser l'emprunt. Il faut continuer de payer les salaires. Absolument. Donc, ça crée un fossé pour l'entreprise. C'est-à-dire emprunter pour quelque chose qui, à court, moyen, long terme, va vous procurer de la richesse. Voilà, qui procure de la richesse. Ça, c'est le premier B. Emprunter pour un bien productif. Ça, c'est la bonne raison. La bonne raison. Deuxième B, le bon moment. Le bon moment. Vous avez flairé l'affaire. Vous voulez emprunter, mais entre flairer l'affaire et faire ses calculs pour dire oui, ils vont venir acheter, il y a tout un pan. Est-ce que je suis sûr que c'est le moment d'emprunter? Est-ce que j'ai identifié ceux qui vont faire accroître mon chiffre d'affaires, ceux à qui je vais vendre des quantités supplémentaires? Est-ce que je suis prêt aussi à pallier à tout ça? Toutes ces questions qu'on se pose. Il faut se poser toutes ces questions. Si on ne se pose pas toutes ces questions, on peut bien investir dans un bien productif, mais ne pas l'utiliser. Vous voyez par exemple, le monsieur qui veut faire une librairie, qui emprunte, qui fait les étagères, et puis qui n'a plus d'argent pour acheter des livres et des cahiers pour mettre dans la librairie. Faut mettre la il ne peut pas rembourser. Et donc ça lui crée des problèmes à lui, ça crée des problèmes aux prêteurs. Voilà. Ça, c'est le bon moment. Ça, c'est le bon prix. Le bon prix. L'emprunt, emprunter coûte cher. Les taux d'intérêt, les commissions, les frais de dossier. À qui, à quel organisme emprunter? Donc, il faut identifier parmi toute la gamme d'emprunteurs celui qui vous fait le prix le moins cher. Si y a vos taux composés, il y en a un qui est à 16 et il y en a qui est à 12, je prendrai naturellement celui qui est à 12%. Mais généralement, les gens ne regardent pas toujours les conditions de banque. C'est-à-dire, eux, ils veulent l'argent. Justement. Mais ils ne regardent pas le prix que ça leur coûte. Il faut avoir cette maîtrise nécessaire-là pour regarder tous les contours afin de bien se décider. C'est pour ça qu'il y a la bonne raison, le bon moment, le bon prix et maintenant... le bon montant. Le bon montant, absolument. Le bon montant. Combien on emprunte? Combien je dois emprunter? Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de celui qui veut faire une librairie, qui fait les investissements et qui n'a pas l'argent pour financer le fonds de roulement. Mais il n'a pas emprunté le bon montant. Donc, avant d'emprunter, il faut se dire, est-ce que je vais investir? Quand j'investis, quel est le fonds de roulement nécessaire pour pouvoir utiliser cet investissement? Écoute, si vous achetez un véhicule pour faire un taxi, et puis vous n'avez plus d'argent pour acheter le carburant, vous n'avez plus d'argent pour payer l'assurance, vous n'avez plus d'argent pour payer la taxe de stationnement et autres. Mais votre voiture va rester à la maison. Et pourtant, vous devez rembourser à la fin du mois. La voiture est garée, mais vous devez rembourser. Vous créez des problèmes, vous créez des problèmes aux prêteurs. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Kouadio, notre spécialiste donc, de tout ce qui est entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous évoquions les conditions d'emprunt. N'oubliez pas donc les 4 B. On a donc la bonne raison, le bon moment, le bon prix et le bon montant.
J'espère que tout cela est réalisé et tout cela est respecté pour la pub dans quelques instants. Et puis juste derrière, grâce à Christelle Alcoussa qui écrit et qui signe l'écriture technique de cette émission, on aura la thématique, le jingle et puis l'élément afin de discuter en long et en large avec notre avocat, Maître Koné Kiyobien, spécialiste en droit. Le thème, les recours en cas de viol. Depuis hier matin, 10 h, le thème est sur la page Facebook et donc vous pouvez réagir à tout moment. À tout à l'heure. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Alors Nessie, aujourd'hui, l'actualité a une résonance particulière, le thème, parce qu'on parle de viol, les hommes politiques en France, par exemple, un homme politique, un ministre français, c'est monnaie courante, c'est récurrent. Là-bas, on en parle, mais chez nous, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas, on ne sait pas pourquoi les victimes se taisent, peut-être par peur de répression, peut-être par honte, dans tous les cas, par pudeur. Mais dans tous les cas, il faudrait dénoncer. Il faudrait dénoncer parce que depuis la nuit des temps, ce fait-là existe encore alors que ça ne devrait plus exister. Donc, heureusement que notre avocat est avec nous, Maître Kiyobien. Il va nous éclairer sur ce que nous devons faire si nous sommes victimes de viol ou si quelqu'un dans notre entourage est victime de viol. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Quel recours en cas de viol? Et l'élément explicatif juste avant de recevoir notre invité. En Côte d'Ivoire, le viol menace femmes et enfants. Selon la représentation Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 cas de viol et de tentatives de viol ont été commis en Côte d'Ivoire dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Un rapport qui montre que ce mal social est bien une réalité en Côte d'Ivoire. Je connais une fille qui a été violée par des jeunes de son quartier lorsqu'elle avait 10 ans. J'ai une amie qui a été violée. C'est une camarade, elle a été violée. Selon la définition juridique du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une définition du viol dans le code pénal. Une loi pas vraiment répressive sur le viol qui conduit très souvent les victimes et les parents à adopter la loi du silence ou traiter les cas de viol de façon consensuelle dans les villages et communautés. Heureusement pour moi, je n'ai jamais été victime de viol. Néanmoins, je connais une amie qui avait été violée dans le temps. Mais je suppose que pour une question d'honneur, elle n'avait pas voulu en parler à ses parents. Et quand elle est tombée malade, ça n'allait vraiment pas du tout. Elle est allée à l'hôpital et malheureusement, c'est à l'hôpital qu'elle est décédée. Et l'autopsie a révélé qu'elle avait été victime de viol. Alors les parents sont allés porter plainte et la police a mené l'enquête. Aujourd'hui, le coupable est en train de purger sa peine à la MACA. Bon, elle n'a pas porté plainte parce qu'elle était toute petite, elle avait 10 ans. Et 10 ans, on n'a pas la mentalité sur la police. Elle n'a pas eu aussi le courage de dire ça à ses parents. Parce qu'elle était très petite et elle avait peur. Ce que j'avais demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte, elle m'a dit qu'elle avait vraiment peur de la réaction de ses parents. Et elle trouvait ça déshonorant également parce que ça allait prendre toute la cité, cette information. Quand elle n'a pas porté plainte, elle ne sait pas qu'est-ce que les parents vont penser, puisqu'elle a la décision d'elle-même. Si elle porte plainte, les parents disent bon, on ne t'a pas envoyé, on ne t'a pas envoyé plus. C'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit simplement que non. Ce n'est pas la première fois. La première fois, là, elle a dit à ses parents, les parents n'ont pas porté plainte la première fois. Bon, la deuxième fois encore, elle dit qu'il ne sera rien encore d'aller dire à ses parents. Donc, elle a gardé ce qu'elle pouvait faire. Alors, l'histoire que je vous raconte concernant le viol de ma soeur, on était donc très jeunes, en vacances au village. Et cela tout s'est passé. Un soir, on nous a envoyé à la boutique. Et au retour, moi, je suis vite rentré derrière. L'action s'est passée. Puisque c'était au village, les parents n'ont pas porté plainte, comme il se doit, voilà, selon les civilités. Mais bon, à l'amiable, ça a été réglé.
La plupart des viols commis en Côte d'Ivoire restent impunis. C'est la conclusion d'un rapport publié le lundi 11 juillet 2016 par la mission des Nations Unies dans le pays. Une loi pas très précise, pas de véritable sanction pour le viol. Une situation qui interpelle des acteurs judiciaires ivoiriens qui recommandent des textes de loi plus clairs pour une meilleure prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Voilà le thème dont on a parlé depuis le début de cette émission, c'est quel recours en cas de viol. Donc avec Maître Koné-Kiobien, on va élargir un peu le panorama, parler donc de violences sexuelles, parce que le viol fait partie donc des violences sexuelles. On va revenir vraiment sur toutes ces spécificités-là et vraiment vous pouvez réagir à tout moment sur le hashtag Matin Bonheur à travers les différentes déclinaisons Instagram, Facebook et puis même Twitter. Maître Koné-Kiobien, bonjour. Bonjour, merci. Qu'est-ce qu'on appelle violence sexuelle? Bon, en fait, de violence sexuelle, il faut dire, c'est un vocable. En fait, de violence sexuelle, il faut ramener tout ce qui est acte de violence en rapport avec le sexe. D'accord. Donc à l'intérieur, on a le viol. On a le viol. Les agressions sexuelles. On a l'attentat à la pudeur. D'accord. Et on a l'atteinte publique à la pudeur. Également le outrage public à la pudeur. Pardon? Je demande aussi le harcèlement à l'intérieur. Il y a le harcèlement. D'accord. Donc je disais qu'il y a 4 types de violences sexuelles. L'acte de violence en rapport avec... Acte de violence en rapport avec le sexe. D'accord. Et sous ce vocable, il faut intégrer le viol, l'attentat à la pudeur, l'outrage public à la pudeur et le harcèlement sexuel dont on a parlé ici une fois. Certains m'ont demandé pourquoi je n'ai pas été incisif sur le harcèlement sexuel. En réalité, il y a des actes qui sont commis une seule fois. L'acte peut être commis par un patron sur une subordonnée. On entend souvent dire, il m'a poursuivi dans son bureau, je n'ai eu la vie sauf que grâce à mes collègues qui sont arrivés à temps. Il faut le poursuivre pour harcèlement. Mais si on le poursuit pour harcèlement, on lui demandera, mais est-ce qu'il y a eu répétition d'actes? La condition de répétition qui fait défaut va faire que le harcèlement ne pourra pas être retenu. Mais est-ce pour autant qu'on dira que la personne n'a pas fait quelque chose de mal? Si, en ce moment, on commence à regarder la nomenclature des violences sexuelles, l'acte que la personne a posé, qui est violent et qui a un rapport avec le sexe, si c'est un viol, une tentative de viol, si c'est un attentat à la pudeur ou si c'est autre chose que le harcèlement. Justement, c'est quoi un viol? Le viol, c'est tout acte de relation sexuelle, de rapport sexuel imposé. C'est-à-dire, volonté d'avoir un rapport sexuel, de refus de partenaire ou de la partenaire d'avoir ce rapport. Pour un homme ou pour une femme? Pour un homme ou pour une femme. Quel que soit le sexe. Tout acte sexuel imposé est un viol. Et l'agression sexuelle? Mais l'agression sexuelle, justement, quand on dit viol, tout le monde dit c'est un viol, mais on regardera parfois, il peut y avoir agression sexuelle sans viol. Par exemple, un attentat à la pudeur ou bien un outrage public à la pudeur, ça peut être, ce ne sont pas des viols. Mais vous voyez, par exemple, c'est des personnes dont le consentement souvent est plus ou moins biaisé. Par exemple, la personne est une mineure, on dira que le consentement du mineur n'est pas éclairé, le consentement de la mineure n'est pas éclairé, mais consommer sans violence, on parlera en ce moment-là d'attentat à la pudeur. C'est pourquoi très souvent, dans les procédures, il y a des procédures qui commencent sur le vocable viol, mais après analyse, on le mue en atteinte publique à la pudeur ou bien en attentat à la pudeur. Bon, l'attentat à la pudeur, en réalité, comme l'a dit dans l'élément, notre code n'est pas clair, n'est pas net. Vous ne verrez que dans différentes catégories d'agression sexuelle, le viol n'est pas défini. L'attentat à la pudeur, on a tenté de faire une définition, mais il n'y en a pas en réalité. C'est un peu on dit quiconque commet un attentat à la pudeur, consommer ou tenter avec violence sur une personne. C'est tout, voilà ce que la loi dit. Quiconque commet un attentat à la pudeur, mais dans le code, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais par contre, vous voyez, le harcèlement, le législateur a eu le temps de le définir. Maintenant, l'outrage public à la pudeur a été défini. On dit l'outrage public à la pudeur
consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe, ainsi de suite. Ici encore, il n'y a pas une définition réelle. Alors, je rappelle aux téléspectateurs, sans vous couper, que nous sommes déjà revenus en long et en large sur le harcèlement. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, on va se focaliser directement sur le viol, l'attentat et l'outrage. Justement. Donc, le viol n'est pas défini. Donc, c'est seulement dans la littérature, dans le soin est laissé à la jurisprudence. En matière pénale, il faut être clair, il y a un principe, l'interprétation par analogie n'existe pas. Le principe en matière pénale, c'est définition précise du crime, c'est-à-dire de l'infraction, définition précise de la sanction. Donc, vous entendrez dire « nullum crimen nulla pena sine lege ». Nul crime, nulle peine, sans loi. Mais lorsque vous dites par exemple, le viol est puni de l'emprisonnement de 5 ans à 20 ans, la peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur est aidé dans son crime par un tel. Le viol, c'est quoi? Justement. Il n'y a pas de définition. Et heureusement, dans le code pénal en examen présentement, on a eu le nœud creux de définir l'acte du viol, qui a été aligné sur la définition du viol par les Nations Unies, qui a consisté à dire tout acte de pénétration anal ou nous sommes à la télévision, il y a des enfants qui regardent, mais nous dirons tout acte de pénétration, anal, vaginal ou par tout orifice avec violence, qu'il soit sexuel, sans le consentement. Donc, ça fait que aujourd'hui, au moins quand ce code-là sortira, vous aurez une définition claire. Mais dans le code que nous appliquons présentement, il n'y a pas de définition. Il y a beaucoup de zones d'ombre, mais malheureusement, ces zones d'ombre-là peuvent être exploitées. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on cherche dans la jurisprudence extérieure. Surtout par vous, les avocats? Non, pas forcément. Merci. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, l'avocat est aussi homme de la cité. Il est aussi victime, il est aussi touché par les maux de la société. L'avocat ne défend pas pour défendre, il défend pour démontrer que le droit de celui qui a commis l'acte doit être aussi reconnu et protégé. Imaginez-vous une minute qu'il n'y ait pas d'avocat. La vindicte populaire fera le reste. Non, on a besoin de vous, surtout sur ce plateau. Dites-nous, malheureusement, si quelqu'un est victime de viol ou d'agression sexuelle, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est de porter plainte. La première chose à faire, c'est de porter plainte. S'il s'agit d'une personne mineure, les parents peuvent le faire. J'ai vu quelque part que la victime ne doit pas prendre une douche, elle ne doit pas changer de vêtements, elle doit aller telle qu'elle au commissariat. Directement, c'est vrai? Ça, c'est inscrit nulle part dans le code. Mais seulement, certainement pour les examens médicaux, pour tout ce qu'il y aura comme expertise, on peut dire cela. Mais je ne vois, si on dit que la personne ne doit pas prendre une douche, je conçois ça difficilement. Certainement que les médecins auront leurs raisons, mais franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est ainsi qu'il faut faire, ainsi de suite. Et justement, par rapport aux procédures, quand on arrive au commissariat, est-ce que quand on arrive au commissariat, ce sont les policiers là qui nous emmènent faire des examens médicaux ou on nous demande de retourner, revenir avec des examens médicaux? Comment le parcours se passe quand on arrive? La victime est victime d'agression sexuelle. Mais l'agression sexuelle, elle se prouve par tout moyen. Donc la personne porte plainte, mais il y aura des enquêtes préliminaires. Et au cours de ces enquêtes préliminaires qui peuvent vous prendre, imaginez-vous si elles prennent des mois, la personne ne va pas se lever pendant ces mois-là. Ah, d'accord. Donc, les enquêtes préliminaires va consister pour l'autorité chargée de l'enquête de faire tout ce qu'il y a comme élément d'investigation, notamment les auditions des témoins, les prélèvements s'il le faut, ou bien le rassemblement de certains indices, ainsi de suite. D'accord. Et cela permettra, une fois les éléments réunis, de conduire, s'il y a des personnes arrêtées ou des personnes, de conduire tout le dossier, comme le dit l'article 76, lorsque les officiers de police judiciaire finissent leur enquête, tout le dossier est transféré au procureur. Donc c'est au procureur de prendre la décision idoine. Alors donc la personne qui est victime d'agression sexuelle va se présenter, parce que c'est là-bas qu'on va qualifier pour voir si c'est un viol ou pas. Non, c'est les éléments de l'enquête qui finiront par déterminer, par classifier l'agression. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il y a eu le délit, quand ça vient de se passer, la personne va se présenter, la personne ne peut pas aller affirmer tout de go, j'ai été victime d'un viol. Non, ça sera
à l'appréciation des dossiers, des pièces, des témoignages et autres. On dira effectivement c'est un viol et en fonction... viol ou ainsi de suite. Mais il arrive des moments où ce n'est pas des cas tels que vous décrivez la situation. C'est une personne qui est victime d'une agression sexuelle, tout de suite elle va se présenter. Il peut ne pas être, les choses peuvent ne pas être comme cela. Les choses peuvent être, il peut y avoir des faits passés. Par exemple, lorsqu'on a dit ce monsieur qui parlait, sa petite soeur a été victime de viol, ils étaient au village, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, une fois que le fait est commis, même des années après, on peut porter plainte. Il n'y a pas de prescription. Il y a pas de prescription. Si les faits sont qualifiés viol, la prescription, c'est 10 ans. Parce que c'est un crime. Si les faits sont qualifiés attentat à la pudeur ou bien outrage public à la pudeur, ce sont des délits ou bien harcèlement, ce sont des délits. Le cas de Roman Polanski, depuis 1960, le célèbre réalisateur, vous êtes très cultivé, oui, bien sûr, vous connaissez, mais ça fait des années, ça fait plus de 10 ans. Non, en réalité, nous n'avons pas la même législation. Nous n'avons pas la même législation. Aujourd'hui même, vous constatez qu'il y a des faits qui sont passés dans les années 70, qu'on commence à poursuivre aujourd'hui pour viol, pour agression sexuelle ou pour autre chose. Mais cela n'est pas le cas chez nous. On n'a pas la même législation. Ce qui fait que chez nous, les faits sont encore encadrés par, malheureusement, le cueil de la prescription. C'est dû à quoi? C'est dû à notre loi. Qui n'est pas assez audacieuse? Non, pas qu'elle n'est pas audacieuse. Certainement qu'au moment de l'écriture de cette loi, nous parlons des années 1965, notre code pénal, la dernière fois qu'on l'a modifié en 2015, mais c'est une loi de 81 et qui a repris certaines dispositions de la loi de 65. Ce qui veut dire qu'il est vieux. Il y a des réalités aujourd'hui qui apparaissent. Il y a un toilettage qui s'impose. Voilà, justement. Et c'est en bonne voie, selon ce que vous avez dit, c'est en bonne voie. En tout cas, il y a un code qui a été, il y a une nouvelle monture du code pénal qui a été faite, qui a été revue, qui a été vue et revue, qui est aujourd'hui retournée à l'exécutif. Certainement que dans les jours à venir, on le fera passer à l'Assemblée nationale. On espère. Oui. On espère. D'accord. Donc, si malheureusement l'affaire est portée devant les tribunaux, et que mon accusation, si je suis violée, mon accusation est rejetée, est-ce qu'il y a un autre recours? Mais rejetée, c'est-à-dire? Bon, les preuves ne sont pas suffisantes et qu'on trouve que les preuves ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'il y a un autre recours? Mais si les preuves ne sont pas suffisantes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. C'est cela, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que souvent, il y a des fantasmes qui animent certaines personnes. L'occasion nous a été donnée de voir des dossiers de personnes accusées de viol, mais lorsqu'on décrit les circonstances, souvent on se demande comment cette infraction a pu être possible. Prenez le cas d'une fillette dont les parents ont porté plainte. Au moment de la procédure, au moment de l'audience, elle décrit qu'en réalité, sa mère la battait tous les jours et que chaque fois, c'est un monsieur qui est dans la cour avec eux qui la sauvait. Et un jour, elle s'est essayée à certains actes d'adultes. Et au dernier moment, on s'est rendu compte que cela a créé des effets plutôt pervers. Les parents portent plainte. Et dans son entendement, si elle dit que c'est ce monsieur, sa mère qui a l'habitude d'avoir peur de lui, ne va pas la frapper. Et l'affaire arrive au tribunal. Et au cours de la procédure, sans sommeil, elle commence à faire cette révélation. Vous voyez, dans le quartier, le monsieur est accusé de viol. On arrive à l'audience, les circonstances changent. Qu'est-ce que l'on dira? Oui, la justice n'a pas fait son travail, ainsi de suite. C'est pourquoi les affaires de viol, comme le disent certains auteurs, ce sont des affaires extrêmement compliquées. Parfois, il n'y a pas de témoin. C'est seulement la parole. Généralement, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. C'est seulement la parole de l'un contre l'autre. Ou bien, mais il y a des indices, un faisceau d'indices. Lesquels? Les psychiatres, on devait utiliser chaque fois les expertises psychiatriques dans ce type de dossier. Vous savez, j'ai suivi un dossier de violence sexuelle, mais à la vue de l'auteur, la réaction de la victime ne se faisait pas attendre. Vous savez, souvent à la police, on fait passer des personnes derrière une glace et puis on demande à la personne de la déterminer. Mais à la vue de l'auteur, la fille s'est évanouie à la limite. Donc aujourd'hui, s'il y avait un psychiatre, il pouvait dire, voilà, telle situation est ceci. Bon, heureusement, ça a été rattrapé. Mais combien de fois il y a des victimes de viol qui ne peuvent pas être... soit qui refusent même d'en parler parce qu'elles se disent que si aujourd'hui je le dis, dans le quartier, on va se moquer de moi. Ou bien, on la menace, si vous parlez, on vous fait ceci. Mais il faut refuser de céder à la menace. Il y a plusieurs indices souvent dont on ne tient pas compte, qui peuvent être des éléments d'appréciation
pour déterminer s'il y a eu un acte, une violence sexuelle ou pas. Mais très souvent, on passe à côté, ou bien c'est des arrangements. Mais lorsqu'on dit arrangement, on arrange les relations familiales. Mais est-ce qu'on arrange la psychologie de la personne qui a subi l'agression sexuelle? Ça fera l'objet d'une bonne émission. Alors, est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple? Comment? Bon, en principe... Dans le cas d'un mariage forcé. Bon, le mariage forcé, je me demande comment il peut être forcé, le mariage. Dans le cas d'un mariage forcé ou un mariage non arrangé. Un mariage arrangé. Si vous parlez de mariage, le mariage ne se faisant pas en un seul jour, si la personne est là tous les jours, bon, finalement, donc c'est un mariage forcé tous les jours. Bon, laissons le mariage. Allons dans un couple notoirement connu. Est-ce qu'on peut parler, à quel moment on peut parler de viol? Dans les deux sens, hein, parce que souvent on pense que dans les deux sens. Oui, bien sûr. Stricto sensu, il peut y avoir viol dans un couple. Comment? Mais un rapport sexuel non consenti. Le non consenti, là, à partir de quel moment on le décèle? Mais à partir du moment où la personne dit non. Mais qui était là quand la personne a dit non? Mais c'est la personne qui dit qu'elle a dit non. Donc voilà pourquoi je disais que c'est très délicat, parce que souvent c'est la parole de la personne contre la parole de l'auteur. Mais il arrive, il y a des faisceaux d'indices. Par exemple, imaginez-vous, est-ce que pour faire un acte sexuel normal, on a besoin de déchirer les habits, à moins d'être animé de... Non, il y en a, ça fait partie de leur tendance sexuelle. Mais justement, je dirais, à moins d'être animé de certains penchants. Voilà. Mais si ce n'est pas dans l'habitude du couple, et que ce jour-là, la personne est obligée d'en faire usage, ou bien de passer par cette violence, vous voyez? Ou bien vous êtes la nuit chez vous, vous entendez crier entre certains couples mariés, mais vous entendez la personne crier. Mais est-ce que le cri strident n'est pas suffisant pour constater qu'il y a un rapport non consenti? Maître, un cri, on ne peut pas se baser sur un cri pour savoir si le rapport est consenti ou pas. Que vous me direz, voilà, le cri peut être aussi symbole de passion, ou bien on se comprend. Lorsque nous préparions le CAPA concernant la psychologie du criminel, excusez-moi, nous avons eu un texte de crime au père, un crime que les gendarmes croyaient en être un, alors qu'en réalité, il s'agissait de débats ordinaires entre un couple naturellement marié. Voilà. Bon, oui, mais il y a cela, mais si peut-être c'est une habitude, d'accord, mais il y a des moments où on sent que la violence est au rendez-vous. Et puis, souvent, il y a des moments où on poursuit des jeunes. On dit non, il a violé la fille. Et à la barre, il dit c'est ma copine. Mais en ce moment, le lien est difficilement fait entre ce qu'il faut considérer comme viol. Et parfois même la fille reconnaît que c'est son copain de quartier. Par exemple, je prends l'exemple de ce monsieur avec sa copine. Oui. Elle vient lui rendre visite à 18h. Elle passe dans une pharmacie acheter des préservatifs. Elle va chez lui à 18h. Est-ce que là, elle peut parler de viol? Le fait d'avoir acheté des préservatifs, ça va être difficilement qualifié viol. Parce que n'oubliez pas, le viol, c'est un crime. Avant d'arriver au grade du viol, il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas une autre infraction qui est faite, qui n'est pas viol. Surtout que la loi... C'est pourquoi on a prévu l'attentat à la pudeur. Si nous sommes en couple. C'est pourquoi on a prévu l'outrage public. Bon, là, c'est outrage public à la pudeur. Et là, il faut être clair sur cet élément-là, avant que vous me posiez la question. L'outrage public à la pudeur, vous voyez souvent des choses qu'on fait, on dit non, c'est normal. Mais non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Imaginez, vous êtes dans un lieu public, on voit des personnes en train de s'embrasser de façon extravagante. Mais là, on peut leur dire que c'est un outrage public à la pudeur. Surtout quand il y a des enfants à bas âge. De façon extravagante, c'est-à-dire? J'ai plus le droit de faire un bisou à ma femme? Ben, un bisou, oui. Mais regardez dans nos rues. Un peu trop langoureux? Justement. Voilà. D'accord. Et si là, nous sommes en couple et que l'agression sexuelle ou le viol est avéré, est-ce qu'il y a une différence de peine entre l'agression sexuelle avérée en couple et entre deux inconnus? Non, pas du tout. La loi n'a pas fait de différence. La loi vous dit le viol est puni de l'emprisonnement de 5 à 20 ans. La peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. Vous voyez que là encore, sera difficilement... la personne peut s'en sortir difficilement s'il y a eu une ou plusieurs personnes. Ou bien si la personne est le père, ou bien un ascendant, ou bien une personne ayant autorité sur la victime. En ce moment, vous constatez que c'est un viol qui prend une autre tournure d'une gravité extrême. Lorsque c'est un ascendant, lorsque c'est le père, lorsque c'est une personne qui a autorité. Par exemple, on a eu le cas des élèves et des professeurs, où parfois, si la relation n'est pas consentie, elle tourne facilement sur le viol. Mais parfois, quand on regarde la différence d'âge, on sent qu'il ne peut pas avoir un consentement éclairé, surtout pour les mineurs. Donc, la raison pour laquelle
on punit de façon grave, gravissime, les faits de viol. Mais tout acte sexuel n'est pas viol. Ça, je le dis toujours. Il faut toujours chercher à voir si ce n'est pas autre chose qu'un viol. Parce que le viol, est-ce que tout le monde dit elle a été violée, telle personne a été violée, ainsi de suite. C'est un viol, c'est un viol, c'est un viol. Mais le viol, c'est un crime. Et les actes sont tellement graves qu'il ne faut pas prendre tout acte anodin pour le qualifier de viol. Alors, maître, on n'en parle pas. Souvent, quand on en parle, on rit. Mais il y a des hommes de plus en plus qui sont violés. Oui, bien sûr. Oui, il y a des hommes, mais j'ai eu dit qu'on qualifiait ça d'attentat à la pudeur dans cette même émission. Bon, ça ne m'a pas convaincu, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont violés. Alors, oui, bien sûr. Comment qualifier? Parce que autant pour la femme, il y a des indices. Mais pour l'homme, il y a des indices. Oui, voilà, quels sont les indices pour l'homme? Parce que le mécanisme, on va dire ça comme ça, n'est pas le même. En fait. Vous avez vu ce fait divers qui a défrayé la chronique, où un jeune homme a été assailli par des dames, ligoté, drogué et violé. Voilà. Mais il peut aujourd'hui, il peut avoir des viols entre hommes. Cela arrive. Un de mes amis magistrats m'expliquait qu'une personne qui a été surpris en train de faire un acte de violence sexuelle à un enfant, que je peux qualifier aujourd'hui de viol, parce que c'était un enfant dans la broussaille. C'est la pédophilie. La pédophilie, oui, mais c'est un viol commis sur mineur. Oui. C'est un viol commis sur un mineur. Bon, certainement qu'il est pédophile, parce que bon, si on ne l'est pas, ça me donnerait qu'on le fasse à un enfant. Et il estime qu'il n'a rien fait. Mais lorsqu'on le regardait, il était... Quand il s'est déshabillé, on a vu des indices qu'on appelle indiscutables qu'il portait. Il portait les stigmates de ce qu'il venait de faire. Et donc, en ce moment-là, on l'a poursuivi. Mais c'est un viol commis sur un homme. Donc, vous voyez, comme pour vous répondre à votre question, il peut y avoir un viol sur une personne de sexe masculin, de la part d'une femme ou de la part d'un autre homme. Oui. On entend souvent dans des procès que le gémissement de douane du viol. Qui vous dit ça? Oui, c'est ce qu'on entend. On a entendu. Par exemple, lorsqu'il y a gémissement, des personnes associent ça comme un consentement. Non, ça c'est... Bon, aujourd'hui, là, dans un consentement, vous commencez à entrer maintenant dans l'interprétation d'éléments secondaires. Mais il faut entrer dans ces interprétations pour mieux comprendre, justement. Mais ça me donnerait que le gémissement, après enregistrement ou quoi? Parce que lorsque le fait se déroule, nous sommes loin du procès. Il n'y avait pas de cri. Mais lorsqu'on est devant, dans le cadre d'un procès, dans le cadre du prétoire, mais ça me donne que les gémissements soient rapportés, à moins que la personne ait eu le temps de les enregistrer. Si la personne a eu le temps de les enregistrer, non, dans les témoignages. Cette personne est animée d'un sadisme encore plus grand. Dans les témoignages, la personne accusée peut se confier à son avocat pour dire voici ce qui s'est passé, voici ma version, ou bien il peut être appelé à la barre pendant qu'on lui pose des questions. Il va dire oui, elle gémissait, elle a même enlevé ma chemise. Mais il veut se dédouaner. Justement, il veut se dédouaner. Mais vous pensez que ça peut alléger sa peine. Celui qui est poursuivi trouvera toujours des astuces, trouvera toujours des éléments pour essayer de convaincre que le fait n'est pas accompli. Mais maître, c'est un moment de fragilité, de fébrilité pour l'homme comme la femme. Oui. Donc parfois, on ne peut pas être cartésien. Non, il peut y avoir un moment de fébrilité pour la victime. Mais dire qu'il y a un moment de fragilité pour l'auteur, mais là, en ce moment, je ne le crois pas. Bon, ça peut être un moment de fragilité pour l'auteur s'il a un problème psychologique. Mais, non, mais par exemple, vous direz par exemple que le fait a été accompli suite à un dérèglement psychologique. Mais est-ce que le fait n'a pas été accompli? La loi appréhende le fait. Maintenant, quant à la justification de ce fait, c'est autre chose. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'à partir du moment où il a des problèmes avec sa psychologie, qu'il n'a pas commis le fait. Vous pouvez avoir des circonstances atténuantes ou bien une excuse absolutoire, tout ce qu'il y a comme élément pour alléger sa peine ou bien pour le dédouaner, mais cela n'enlève rien à la commission du fait. C'est comme si on me disait, un fou qui viole. Il est fou, mais l'acte du viol est commis. Mais en ce moment-là, quand on dit il est fou, ce n'est pas le commun des mortels qui dira qu'il est fou. Non, ce n'est pas le commun des mortels qui dira qu'il est fou. Il faut faire son rapport psychiatrique pour s'assurer que c'est vraiment un fou. Parce que le fou, si on dit de catégoriser le fou aujourd'hui, on vous met sur la place... Personne attardée mentale, c'est mieux. Non, si on vous dit de désigner les fous que vous mettez dans la rue, vous allez en voir beaucoup. Hein. Mais parmi eux, il y en a de très lucides. Donc, alors, en définitive, quel recours? Puisque nous sommes à la fin ça passe tellement vite avec vous. En définitive, quel recours? La violence sexuelle
est une infraction. Toute infraction pénale nécessite une procédure correctionnelle. Une procédure qu'on appelle la mise en mouvement de l'action publique. Quand je dis correctionnelle, c'est seulement pour le cas de délit. Une procédure qui commence par les enquêtes préliminaires, qui peut arriver devant le procureur de la République, qui doit arriver devant le procureur de la République, et qui peut soit ouvrir une information judiciaire, ou bien faire passer la personne en flagrant délit, ou bien une citation directe. Dans tous les cas, il y a une suite à donner, une suite judiciaire à donner. Mais la suite judiciaire ne peut être efficace que s'il y a une bonne enquête. Et la bonne enquête ne peut aider à la sanction de l'auteur du viol que si beaucoup d'éléments, des éléments probants sont réunis. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on demande les victimes se taisent, il ne faut pas se taire. Parce que celui qui se tait fait perpétuer l'infraction. Okay. Merci beaucoup. On espère que la nouvelle mouture fera en sorte qu'il y aura plus d'éclairage sur tout ça afin de... on espère vraiment de tout cœur la nouvelle mouture de la loi concernant les violences sexuelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre loi est trop vide. Trop vide. Et on espère vivement que cela va se régler. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, pour ce 30 janvier 2018. C'est officiel, oui. Très chers téléspectateurs, c'est officiel. Le mois de janvier finit demain. Allez, bonne journée à toutes et à tous.